Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est devenu très fréquent lorsqu'on achète un nouveau véhicule, à savoir est-ce qu'on s'oriente vers une motorisation diesel ou bien un essence. Il y a quelques années, la question se posait que très peu, car la grande majorité des gens choisissaient une motorisation diesel à cause d'un prix à la pompe vraiment avantageux pour le diesel, mais il n'y avait aucun espèce de débat. Aujourd'hui, les prix se sont resserrés et la tendance de fond s'est clairement inversée. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de déterminer quel carburant vous convient le mieux d'un point de vue financier et d'essayer d'imaginer l'évolution dans quelques années. Donc on laisse volontairement les considérations environnementales de côté, même les considérations sanitaires ou bien législatives, car elles n'influenceront pas du tout le calcul purement économique. Avant de commencer, quelques indications. Pour l'instant, il n'y a pas non plus de débat pour certains utilisateurs qui ont des usages un peu extrêmes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de vieux diesel dans de grosses agglomérations pour des trajets courts, sauf des exceptions locales. Et on ne va pas non plus choisir des voitures essence pour des gros rouleurs, des taxis, des commerciaux qui font 60 000 km par an, etc. Voilà. Tout d'abord, on va voir ensemble le contexte mondial de la production de carburant. Les sources principales de production de pétrole brut sont à peu près dans l'ordre la Russie, l'Arabie Saoudite et le Moyen-Orient, États-Unis, Canada et Amérique du Sud, et dans une moindre mesure, mais quand même assez prégnante, la Chine, l'Afrique du Nord et l'Europe du Nord. La production globale de pétrole brut reste assez stable dans le temps. On observe surtout des jeux de pouvoir entre les principaux pays producteurs et les pays membres de l'OPEP. Les spécialistes ne sont pas d'accord sur le moment où on atteindra le pic pétrolier, c'est-à-dire le moment où la production mondiale totale de pétrole sera à son maximum. Mais c'est sûr que les ressources sont finies, donc on y arrivera un jour. Et certains comme le suggère ce graphique, pensent que le pic a déjà été atteint et même dépassé. Du coup, on va vers une production de pétrole qui va s'amoindrir au fur et à mesure du temps. Mais ce dont on peut être certain, c'est que la tendance de fond va à une demande plus forte que de l'offre. En effet, si on part de l'idée qu'il n'y a pas encore de technologie assez avancée pour remplacer l'énergie fossile, l'augmentation des besoins combinés à des réserves finies vont mécaniquement entraîner une raréfaction du pétrole. Et du coup, forcément, une augmentation des prix. Le prix des carburants suit l'évolution du cours du baril de pétrole brut mondial, ce qu'on appelle le WTI ou le Brent. Voici un graphique sur une vingtaine d'années. On voit des hauts, des bas, mais une tendance globalement haussière sur du long terme, hein, comme on en a parlé tout à l'heure. On remarque aussi en 2020 qu'on est revenu au niveau des plus bas de 2002. Mais les prix à la pompe n'ont pas diminué en proportion. C'est lié à l'inertie du secteur et surtout aux taxes sur les produits énergétiques. Il faut savoir que l'essence et le diesel sont obtenus par un processus de distillation du pétrole brut, hein, pour faire rapide. Et on a les composés lourds comme le fuel et le diesel qui restent en bas, et ceux plus volatiles comme l'essence ou le GPL qui montent. Simplement, le coût du raffinage du diesel est quand même beaucoup plus élevé que le coût du raffinage de l'essence. On va s'intéresser maintenant ici à la différence de prix entre l'essence et le diesel. Voici l'évolution des prix à la pompe, sans plomb et diesel. On remarque que les courbes se rapprochent fortement pour avoir un prix quasiment équivalent entre diesel et essence. Pour décomposer les prix entre l'essence et le diesel, on peut utiliser le tableau suivant. Ça, c'était en 2018, en janvier, et on voyait la décomposition du samplon 95 et du diesel comme suivant. Donc il y avait quasiment 64% de taxes sur du samplon 95 et un peu moins sur le diesel, hein, quasiment 10 centimes d'écart de moins en 2018. Et si on enlève les taxes, on serait à 50 centimes le litre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'état actuel des choses, le gouvernement a décidé une augmentation plus forte de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le diesel jusqu'en 2022. L'idée, c'est de se rapprocher du niveau de taxation de l'essence. Donc à terme, on risque de voir le diesel plus cher que l'essence. En effet, comme on l'a vu tout à l'heure, le diesel coûte plus cher à raffiner que l'essence. Donc pour continuer, nous allons maintenant parler des motorisations et de la performance énergétique des deux carburants. Le diesel a un potentiel énergétique supérieur d'environ 7% à l'essence, c'est-à-dire qu'en fait, dans un litre de diesel, il y a en gros 7% d'énergie en plus.
Combiné à des rendements moteurs diesel qui sont beaucoup plus élevés, on arrive souvent à une consommation de 20 à 25% supérieure sur les motorisations essence par rapport au diesel. Alors maintenant, en connaissant toutes ces données, il existe une possibilité assez fiable pour déterminer si l'achat d'un véhicule diesel est encore valable pour vous. Voici un tableau avec plusieurs variables. On voit ce qui est en jaune, donc le kilométrage annuel fixe, le prix d'achat du véhicule, donc la carte grise, le malus éventuel inclus, et la consommation de carburant moyenne. Donc ce tableau ne prend pas en compte le surcoût d'entretien lié à la motorisation diesel et considère que la décote sera la même quelle que soit la motorisation. Ce qu'on vous propose ici, c'est de faire deux simulations, la première avec une berline, une Polo, et la deuxième avec un SUV, un Tiguan. Donc les prix sont pris sur les catalogues Volkswagen de mai 2020. Et on va regarder ce que ça donne ensemble avec ces chiffres. Alors voici le tarif du véhicule neuf de la Polo. Donc on va prendre la même puissance, 95 chevaux, que ce soit en TSI essence ou en TDI diesel. On va prendre la même finition, donc ce sera le même malus écologique, de neutre à 150 euros, 150 euros, on va prendre un malus neutre, et ce sera la même puissance fiscale. Donc on a quand même des éléments de comparaison assez fiables. Donc on peut commencer à remplir le tableau avec les prix d'achat immatriculés et la consommation moyenne. Donc pour faire nos calculs, on va relever les prix moyens des carburants sur le site internet du gouvernement qui s'appelle prix.carburant.gouv.fr qui relève les prix pratiqués par les stations-service et qui en fait des moyennes à la semaine. Donc on a des chiffres précis pour faire nos calculs. Alors le premier kilométrage qu'on va étudier, c'est 15 000 km, ce qui est un kilométrage très très commun. La plupart des gens ne font pas plus de 15 000 km par an. Donc on voit rapidement en mettant les chiffres qu'il faut plus de 15 ans pour amortir la différence entre diesel et essence. Donc à moins d'avoir une énorme remise sur un véhicule diesel, ça va être compliqué de l'amortir facilement en faisant 15 000 km par an. Donc là, on augmente le kilométrage à 20 000 km et on voit qu'il faut un peu plus de 11 ans, c'est toujours très long, pour amortir la différence entre les deux carburations. Alors, cet exemple, 30 000 km par an, ce qui est quand même déjà un beau kilométrage, on est toujours à plus de 7 ans et demi pour amortir la différence entre les deux voitures, entre les deux motorisations, ce qui est encore assez long, parce qu'au bout de 7 ans et demi, c'est pas sûr qu'on ait encore la voiture. Alors comme on l'avait fait pour l'Apollo, va maintenant s'intéresser à un SUV. On va prendre le Tiguan. Pareil, les prix de mai 2020 avec les mêmes puissances moteur. Donc on prend le 1,5 litre TSI, et donc essence 150 chevaux, boîte automatique. Ça fait 8 chevaux fiscaux. Ça vaut 38 055 euros en finition Comfortline au catalogue. Et on regarde la même chose en diesel. Donc 2 litres TDI 150 chevaux, boîte automatique, 8 chevaux fiscaux pareil et on est à 41 495 euros. On va prendre volontairement les deux malus les plus faibles, donc 540 pour l'essence et 310 pour le diesel. Mais on attire votre attention sur le fait qu'on doit vraiment mettre le bon malus pour faire les calculs. Alors comme tout à l'heure, on part sur un petit kilométrage pour commencer, 15 000 km. Alors là c'est évident, hein, la différence entre essence et diesel, on aura vraiment intérêt à prendre de l'essence, puisqu'il faut plus de 12 ans pour amortir l'achat du diesel. 12 ans, pour une voiture, ça commence à faire assez long. Alors cette fois-ci, 20 000 km, donc toujours plus de 9 ans pour amortir la différence. Et alors sur 30 000 km, donc là c'est un petit peu plus parlant pour le diesel, on arrive à un peu plus de 6 ans d'amortissement. Et voilà pour ce comparatif essence-diesel. Donc globalement, ça fait ressortir ce qu'on savait déjà, hein, peu de kilomètres plutôt essence, beaucoup de kilomètres diesel. Bon, on attire aussi votre attention sur le fait qu'il faut que les chiffres peuvent évidemment évoluer, hein, qu'il y a bien d'autres paramètres à prendre en compte pour votre choix. Mais du coup, ça aussi, ça fait réfléchir sur le nombre d'années qu'on possède une voiture. Parce que en deçà de 7-8 ans, j'allais dire presque peu importe le kilométrage que vous allez faire, en tout cas si vous êtes inférieur à 30 000 km par an, ben, on va plutôt pencher vers l'essence, hein, parce que la durée d'amortissement, comme on l'a vu, est souvent supérieure à 6-7 ans si on achète du diesel.
Bon, pour être plus précis, nous vous proposons de nous contacter directement pour faire une expertise complète de votre situation et vous aider à faire le meilleur choix possible. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous abonner à notre chaîne et puis à commenter et à liker la vidéo. Merci à vous, portez-vous bien et à bientôt.